Bonjour Jean-Christophe Fromentin. Bonjour. Vous êtes maire de Neuilly-sur-Seine depuis 2008 d'hiver droite et vous êtes candidat à votre propre succession en mars prochain. On va parler de tout ça. Mais d'abord, le couple Balkany renonce à se représenter à Levallois. Il l'a annoncé hier après le réquisitoire dans son procès pour fraude fiscale. Une réaction. Levallois, c'est voisin de Neuilly. Oui, je crois que ça marque la fin d'un cycle, la fin d'une époque. Mais celle où il y a eu toute cette confusion entre celle qui est née du financement obscur des partis politiques il y a plusieurs années, qui a mis sur la scène des usages qui se sont ensuite perpétués. Et donc, voilà, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'un cycle. Voilà, on sera bien entendu, moi, comme voisin et comme membre de la même intercommunalité que Levallois, très attentif à la manière dont tout ça va évoluer, parce qu'on est lié par des compétences qui sont partagées dans notre structure intercommunale. La succession, justement, c'est la succession dans la continuité, a annoncé Isabelle Balkany, avec une équipe qui s'inscrit dans le prolongement de ce qu'a fait le couple Balkany depuis des années. Je ne sais pas si cette continuité, justement, elle n'est pas un peu en cause dans tout ce qui se passe en ce moment. Donc, voilà, je crois que le Levallois a aussi besoin d'une nouvelle gouvernance, d'un nouveau style, d'un nouveau projet. Mais de nouvelles méthodes. Oui, on pointe souvent le clientélisme, cette méthode où on a considéré l'électeur comme un client et non pas comme un administré, avec cette notion de bien commun, de collectif, qui est le fait d'une ville, et non pas la notion de, voilà, la mairie sert chacun comme s'il était un client. Et c'est un peu la fin de ce système, la fin d'un système clientéliste qui, à mon avis, n'a plus cours dans la manière de gérer nos villes. Les retraites, pas encore de fumée blanche, une réunion avec tous les syndicats cet après-midi à Matignon. L'heure semble plutôt au compromis. La méthode est la bonne. Vous approuvez le fond de la réforme? Oui, moi je pense que le système par points est un bon système, mais qu'il a été quand même très maltraité. Parce que, en fin de compte, le système par points, c'est un système de répartition, mais qui fonctionne comme un système par capitalisation. C'est-à-dire que vous accumulez des points pendant votre carrière, on peut bonifier ces points, on peut les accélérer, on peut en acheter éventuellement, et à la fin, on part à la retraite quand on a le nombre de points qui correspond à une pension qui est celle qu'on a envie finalement, ou dont on a besoin. Donc il y a une vraie souplesse dans ce système. Et à trop l'encadrer, c'est-à-dire à trop le construire comme un vieux système, eh ben on le dénature. Et il me semble que beaucoup d'éléments sont venus se greffer au fil des mois sur ce système par points, jusqu'à le dénaturer complètement. D'abord, très pollué dans l'esprit des gens, vous voyez, parce que le fond de la méfiance, de la défiance, c'est que beaucoup, et on fait le test tous les jours, chacun autour de nous, en disant « Est-ce que tu sais combien tu vas gagner quand tu seras en retraite ?» Et chacun a besoin de construire son avenir. On passe des dizaines d'années à la retraite, et on a besoin de savoir quel sera le montant de sa retraite pour préparer son avenir. Et aujourd'hui, personne n'est en capacité de comprendre la manière dont atterrira sa pension dans le cadre du système qui est proposé. Et je crois que le grand quiproquo, le grand problème de ce débat depuis maintenant des mois, c'est d'avoir complexifié, dénaturé et rendu totalement illisible la manière de comprendre. Donc pour vous, aurait dû être beaucoup plus claire et transparente dès le début? Je pense qu'il y avait une méthode politique d'abord. Il y a eu un rapport. Ce rapport a fait l'objet d'une concertation où il aurait pu être directement basculé dans un projet de loi et le débat aurait été encadré dans le système parlementaire plutôt que multiplier des concertations. Mais on a beaucoup reproché à ce gouvernement de ne pas négocier justement en amont et d'arriver avec des solutions, on l'a vu dans de précédents débats. C'est compliqué aussi. La négociation finalement, c'est pas la bonne méthode. C'est-à-dire que la séquence rapport Delvoye, qui a duré quand même un an, était pour moi une séquence de concertation. Vous voyez, quand on fait un rapport, on le fait en écoutant, en consultant, en rencontrant, en testant, en expérimentant. Et donc la sortie du rapport Delvoye était plutôt une vraie phase, me semble-t-il, d'échange. Il ne l'avait pas fait tout seul dans son coin. Quand à Biarritz, le président de la République a dit en gros ce travail on peut le déconstruire, il a totalement réouvert un champ de dialogue, mais qui est parti dans tous les sens. Lui-même évoquant à un moment la clause du grand-père, la retirant, faisant d'une règle d'heure l'équilibre des régimes de retraite, mais remettant en cause cette règle d'heure quelques jours ou quelques semaines après. Donc on a vécu une grande lessiveuse, quoi. Un message brouillé d'après vous. Quel est le scénario là? Sortie de crise, trêve à Noël pour ensuite recommencer en fin d'année. Il faut tendre vers quoi?
Oui, je crois que tout doit être fait pour que la sortie de crise soit la plus rapide possible. D'abord, la trêve de Noël, sanctuariser cette période de fête, qui est une période formidable et nécessaire pour l'apaisement et pour les familles et pour tout le monde, elle est essentielle. Ensuite, la construction, la sortie de crise, il faut la faire dans deux directions. C'est un compromis probablement avec les acteurs, les syndicats et différents acteurs qui interviennent dans ce projet. Et puis une sortie de crise qui doit améliorer la lisibilité pour les Français. C'est-à-dire que s'il y a un compromis entre les syndicats, le gouvernement, mais que la méthode reste illisible pour les Français, oui, à la fin, ce n'est pas un projet pour les syndicats. La réforme ne sera pas plus vendable. Français, voilà. C'est tous les Français, des plus modestes aux plus qualifiés, du nord au sud, quel que soit le métier et la catégorie, tout le monde doit comprendre quel est le sens de ce système de retraite. Et je pense que là, le gouvernement a encore des choses à dire, parce que oui, malgré les il y a des cas, ça y est, qu'on commence à sortir, à donner des cas pratiques, mais ce n'est pas encore des simulateurs. Oui, mais même un simulateur peut être assez dangereux si le sens n'a pas été compris. Parce que comme le disent tous les experts, dans le simulateur, on va voir des perdants et des gagnants. C'est un jeu à somme nulle. Donc il y aura des perdants et des gagnants. Pourquoi finalement les perdants accepteraient de perdre, si ce n'est pas pour le bien commun, pour un sens qui finalement est un sens collectif. Vous voyez, vous acceptez de perdre si pour vos enfants demain il y a un gain, il y a une équité. Vous acceptez de perdre si ça vient rééquilibrer des injustices. Donc le sens global, le sens collectif de la réforme est au moins aussi important que les résultats du simulateur. Et je pense qu'aujourd'hui, le gouvernement a eu du mal à dire quel est le sens. En sanctuarisant la règle d'or et en revenant sur la règle d'or, ce qui va probablement être le cas d'ailleurs dans les arbitrages, puisqu'il va bien falloir trouver une variable d'ajustement et probablement l'équilibre sera, ou la date de l'équilibre sera une variable d'ajustement. Ou est-ce que c'est des retraites pour chacun en essayant d'optimiser ? Et le sens général de ce projet politique est à mon avis mal compris. La boussole a été un peu perdue d'après vous. Mais si cette réforme est finalement menée à bien, quel effet sera sur la suite du quinquennat ? Elle aura laissé des traces sur la méthode. Et le départ de Delevoye, les tergiversations, une forme de cacophonie à l'intérieur même du gouvernement, à des moments où les prises de position du président, celles du Premier ministre, celles des députés, étaient totalement erratiques, partaient dans tous les sens. Donc ça interroge sur le management, entre guillemets, du gouvernement, sur finalement sa cohésion dans une direction identique. Ça interroge sur aussi la bonne tenue des comptes de l'État, parce qu'on a fait sauter des verrous. On a fait sauter des verrous budgétaires, notamment. On s'apprête à faire sauter d'autres verrous. On ouvre finalement des nouveaux fronts, comme la rémunération du personnel enseignant. Les enseignants, par exemple. Mais qui arrivent comme ça, vous voyez, qui est très compliqué. Qui était déjà en cours. On a 900 000 agents. Voilà, mais qui risque de se précipiter. Vous voyez. Et on sait que quand on touche à près d'1 million d'agents et qu'on remet en cause ce système de rémunération qu'il faut remettre en cause, parce qu'il n'est pas bon, ça, tout le monde est d'accord là-dessus, il faut du temps. Là aussi, il ne faut pas être pris par l'urgence d'une autre réforme, en l'occurrence celle des retraites. Donc finalement, des bénéfices qui ne seront pas complets, d'après votre analyse. Les bénéfices, on les verra aussi à l'aune de la puissance de la réforme, de son potentiel. Vous êtes donc en lice pour un 3e mandat à Neuilly. Une question sur Paris. Anne Hidalgo, elle est battable ? Écoutez, le jeu me semble assez ouvert. Beaucoup de pronostics la donnent gagnante. Là aussi, vous voyez, la majorité parlementaire avec 2 candidats fait une démonstration assez étonnante, vous voyez, de querelle interne, de querelle de personnes presque, qui vient mettre en cause un petit peu cette capacité qu'ils auraient à gagner la ville de Paris. C'est un scrutin compliqué puisque c'est un scrutin d'arrondissement et non pas... donc toutes les projections consolidées doivent être revisitées par quelles seront les têtes de liste, leur empathie, leur effet d'entraînement, leur charisme dans les arrondissements. Aujourd'hui, c'est très compliqué d'émettre un pronostic sur la ville de Paris. Un pronostic est difficile. À Neuilly, on en parle juste d'un mot. Vous voulez créer une promenade, c'est parmi vos projets, allant du Louvre à la Défense. Vous dites qu'il n'y a pas eu de projet d'aménagement depuis 50 ans. Vous repeignez aussi un peu en vert ? Oui, on a, si vous voulez, ce grand patrimoine qui est l'axe royal tracé par les nôtres au XVIIe siècle. Et il a subi des transformations de manière très segmentée, fermée, fracturée. Oui, il y a Champs-Élysées, il y a la Grande Armée, il y a la Porte Maillot, il y a l'avenue Charles de Gaulle, il y a le pont de Neuilly, il y a la Défense. Et ces séquences ne se sont jamais vraiment rencontrées, parlées. Alors que la promenade fait 8 km, elle est emblématique et magnifique. Et donc, il y a 9 ans, oui, j'ai essayé de
de mettre tout le monde autour de la table pour essayer de travailler ensemble sur cet axe majeur. Aujourd'hui, beaucoup ont lancé des chantiers. Moi, le premier, puisqu'on refait l'avenue Charles de Gaulle, 2 km d'une avenue stratégique. On supprime en accord, Paris supprime en accord avec nous le rond-point de la Porte-Maillot pour réaligner la Grande Armée et l'avenue Charles de Gaulle. On crée 10 hectares d'espace public, on revégétalise, on met des doubles rangées d'arbres. Voilà, il y a un grand projet aussi d'accueillir des folies, des petits pavillons qui vont jalonner ce parcours. Donc ce sont des grands projets d'urbanisme qui ont beaucoup de sens dans les défis urbains qu'on a à relever. De grandes perspectives, donc. Merci beaucoup, Jean-Christophe Fromentin. Merci beaucoup.